Je vais la faire assise. Donc là, on sort d'un service, on retourne vers de la R&D, mais déjà sur des choses qui sont déjà pour nous vraiment quelque chose de beaucoup plus finalisé, qui est la partie des suivis de flux alimentaires, même si donc cet aspect couplage modélisation. Alors bon, comme il faut que je coupe ma présentation, je vais malheureusement pas trop parler de modélisation, je vais vous montrer un résultat ou deux, et je vais simplement vous, par rapport aux discussions qu'on a eues en début de session, vous parlez plus du suivi sédimentaire en soi par télédétection. Bon, en termes de problématiques, vous le savez, les flux sédimentaires, en fait, ils sont fondamentaux pour étudier tous les processus d'érosion dans les bassins versants en fonction du changement climatique, de l'occupation anthropique, toutes les questions aussi d'ensablement des lacs de barrage, d'estuaires, mais aussi parce que les matières en suspension sont aussi des vecteurs à peu près de tout ce qui est transporté par l'eau, les nutriments, les métaux lourds, les bactéries. Et donc suivre les MES, c'est potentiellement suivre beaucoup de choses en fait, de variables environnementales qui sont fondamentales pour le suivi, le bon état écologique, mais aussi pour poursuivre en fait, l'exploitation de la ressource, notamment pour des occupations humaines. Le problème qu'on a, c'est que ces mesures-là, elles sont faites en fait assez difficilement, très peu fréquentes, beaucoup de problèmes de protocole. C'est pas une mesure évidente à faire en milieu fluvial. Hein, donc là, on parle bien du milieu fluvial. Donc c'est un milieu qui bouge tout le temps, plusieurs mètres par seconde, selon les environnements sur lesquels on est, des torrents, des rivières, des grandes rivières, et des problèmes de mesurer la surface, le fond, comme ça a été dit un peu plus tard. Une autre problématique, c'est que, ce que j'ai signalé ici, c'est que 90% du flux sédimentaire, généralement, se passe durant de micros-événements. Alors des fois, c'est même pas 10% du temps, c'est plutôt 2% du temps. Et donc, faire une mesure sédimentaire par an, c'est à peu près, ça sert à rien. Parce que voilà, on va perdre justement ces épisodes qui sont ceux qui vont justement mobiliser le matériel qui est érodé et qui va être transporté sur le système fluvial. Alors des fois d'une région à un méandre à un autre, et des fois ça va arriver à l'océan, à la mer. Et donc il faut avoir un système de mesure qui soit fréquent. Et ça, c'est un gros problème évidemment pour faire du terrain, c'est d'avoir des mesures fréquentes et précises. Donc l'idée, c'était de travailler sur la couleur de l'eau pour le suivi des flux sédimentaires. Mais moi, quand j'ai commencé à faire ça, donc ça fait déjà il y a quelques années, tous les géomorphologues me disaient « mais ça ne va pas marcher ton affaire, c'est pas possible parce que les propriétés sédimentaires varient d'un bassin à l'autre en fonction de la crue, donc les relations optiques vont changer tout le temps. Donc ton truc, il va marcher une fois, mais il ne marchera jamais de manière systématique. » Donc malgré ce constat très encourageant, on a développé une approche qui était justement, premièrement, de répondre à cette question, hein, qui était de se demander si la couleur des eaux pouvait être un prédicteur robuste de la concentration en matière en suspension. Donc je utiliserai cet acronyme MES pour matière en suspension. Et dans notre présentation ici, ces matières en suspension, c'est surtout des matières minérales, hein, des particules de sol qui se retrouvent dans le système fluvial avec différents types de minéralogie et de taille. Donc avec un gros travail d'échantillon de terrain, j'y reviens, et de modélisation optique. Puis exploiter ça pour vraiment une exploitation systématique des séries temporelles de satellites pour faire un suivi quantitatif des flux alimentaires. Donc avec de nouveau cette question de chaîne de traitement automatique des images satellites. Et puis, on a travaillé évidemment sur la question, le satellite voit la surface, mais sur une rivière, il y a en fait un tri granulométrique qui fait qu'on ne voit pas toutes les particules en surface des rivières, et leur distribution à la surface n'est pas forcément un prédicteur fiable de ce qui se passe sur la profondeur, ou en tout cas en termes de valeur absolue. Donc, on a travaillé là-dessus, et puis sur un couplage avec la modélisation hydraulique. Donc, juste, je reviens en arrière, ce travail. Donc, on l'a fait beaucoup dans le cadre d'un service d'observation qui s'appelle IBAM, donc notamment sur le bassin d'Amazon. Donc, on est allé directement sur le plus grand fleuve du monde, avec des profondeurs, des fois jusqu'à 100 mètres de profondeur, la section. Donc voilà, quand on voulait travailler de distribution verticale, on était servi, on avait la plus grande profondeur au monde. Et on a fait notamment avec mon collègue William Santini, qui est ingénieur de recherche au JET et qui travaille avec moi sur le service d'observation IBAM. Donc je vais passer rapidement, mais je voulais quand même vous montrer au moment une réflectance, comme je vous ai fait tout à l'heure. Ça, c'est une réflectance, donc Y, réflectance X, longueur d'onde. Et donc, en fait, en fonction des concentrations et des types de particules, on va avoir une information spectrale qui varie. Donc ici, par exemple, c'est dans un lac de barrage.
plus on s'approche au milieu du lac, plus on a de la sédimentation. Et le sédiment qui va être en surface et qu'on va détecter avec la courbe bleue là-haut, qui va générer ce type de spectre, en fait, ça va descendre et ça va arriver au lac. Et là, on voit le spectre en fait, qu'on peut voir avec nos yeux. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, un spectre de matière turbide, c'est un spectre où on enlève le bleu. C'est pour ça qu'une eau turbide, c'est une eau marron. C'est parce que c'est en gros, il reste que le rouge et l'orange qui persistent. Donc c'est la courbe bleue ici, qu'on voit ici, là, cette partie du spectre. Et puis petit à petit, ça diminue. Et donc nous, évidemment, on va sortir du travail qualitatif et vraiment faire une quantification. Mais l'opportunité qu'on a, c'est que voilà, on a le spectre. Donc on peut récupérer une information sur plusieurs canaux. Donc les types d'équipements, de nouveau, c'est des spectroradiomètres, c'est des spectrophotomètres, et évidemment qu'on déploie sur le terrain lors de différentes manips. Alors, je vais faire un résumé. Donc, dans le cas de l'Amazon, donc on est allé vraiment sur le terrain le plus compliqué en termes de fleuve, le plus grand fleuve du monde. 20% de l'eau qui arrive au continent passe par ce fleuve, des continents aux océans, pardon. Et on a démontré, c'était vraiment la première étude qui a été publiée, donc ça fait déjà quelques années, où on a fait des mesures radiométriques, on a collecté des échantillons d'eau sur plein de bassins versants au sein de l'Amazone. Chaque point ici, c'est un point de mesure, donc c'est des années de travail, où on a démontré que oui, c'était possible d'avoir une estimation, en fait, quelque chose de robuste, la réflectance, ici, en fonction de la concentration pour différentes rivières. Donc on avait une relation, et aussi pour des environnements de lacs d'inondation. Donc ça, c'était pour une réflectance du travail in situ. On était assez contents, mais quand on regardait la relation, en fait, si on enlevait notre fameux log-log, on voyait tout d'un coup une dispersion quand même apparaître de manière assez notoire ici, qui était beaucoup moins spectaculaire. On se disait, là, bah, tiens, ça, effectivement, ça marche moins bien. Donc on s'est évidemment posé la question. Il se trouve qu'on avait déjà détecté ça en fait par satellite. C'était sur un affluent de l'Amazone qui s'appelle le Rio Madeira, qui est un peu au sud là, de l'Amazone, qui apporte énormément de sédiments. Et on avait trouvé qu'il y avait une hystérésis temporelle en fait. Ici, dans le graphique que vous avez à droite, c'est la réflectance et la concentration pour chaque mois de l'année. Et on voyait que la relation optique n'était pas du tout une relation linéaire ou qu'on pouvait modéliser facilement. Donc c'est un problème parce que ça veut dire que pour une même réflectance, on pouvait avoir deux niveaux de concentration différents. Donc pour faire du suivi, ce n'était pas effectivement très bien. Alors, je vais vous épargner tous les détails, mais on a fait une thèse qui a été financée par le CNES, où on a regardé les tailles de particules, on a regardé les particules, on a fait la minéralogie, donc on est vraiment allé en laboratoire, on a fait des études très fines, et on a démontré qu'en fait, c'était la variation de taille des particules qui créait cette variation de réflectance. Donc, on était content puisqu'on avait détecté, on comprenait pourquoi on avait cette variabilité. On a même réussi à la simuler dans ce travail qui a été publié dans Optique Express. Et on montrait que finalement, en fait, le diamètre médian des particules variait de 3 microns. Donc, on était dans l'espace hein, et on voyait des variations de 3 microns des particules saisonnières qui provoquaient cette variation de réflectance. Donc, très intéressant, on peut voir le type de particules, on peut détecter un type de particules distinct. Mais mon objectif à la base, c'était de faire une concentration. Donc, on peut se dire, mais ça, c'est pas très bon, puisque je vais finalement ne pas arriver à mesurer une concentration de manière fiable. Mais justement, en exploitant l'information spectrale, on a démontré qu'en faisant des ratios de bandes spectrales, en prenant de l'infrarouge, du rouge, on arrivait à complètement normaliser cette dispersion ici, et arriver à des relations beaucoup plus fines, et donc avoir ici à droite une estimation de la concentration très fine en fonction de ce qui avait été mesuré. Donc on arrivait, et c'était la première fois qu'on le démontrait au niveau d'un bassin versant, sur plusieurs années, donc il n'y avait pas une question, là on a fait une mesure en juin, en avril ça sera différent, on avait tout envisagé. Oui, c'était possible d'utiliser la télédétection optique pour faire une mesure de concentration, et en plus de récupérer une information additionnelle sur le type de particules en suspension. Donc ça, ce travail-là, on l'a après appliqué à des images satellites. Donc on l'a appliqué notamment sur des chaînes MODIS, donc des traitements MODIS, parce que adaptés à la taille de l'Amazone et aussi cette fréquence d'acquisition journalière qui, en zone tropicale humide, est fondamentale. Et je vais vous la faire courte aussi. On a travaillé donc sur un fleuve ici, le Madeira, et sur des bassins, sur des stations spécifiques. On a toujours des stations d'observation qui mesurent la concentration en matière en suspension. Et donc on pouvait comparer ce que voit le satellite avec ce savoir-faire radiométrique qu'on venait d'acquérir et la mesure en matière en suspension. Donc on partait d'une série temporelle de réflectance, donc on filtrait avec notre chaîne, et c'est le type de résultat qu'on a montré, où on voit en rouge la mesure de terrain et en noir la mesure satellite, sur des gammes de concentration ici de 0 à 1500 mg, sur là, plus d'une dizaine d'années de suivi.
On a fait ça sur différentes rivières, mais on arrivait vraiment à valider l'idée, c'est qu'on peut utiliser le satellite pour faire une estimation de la concentration en matière en suspension et de manière précise. Alors, un aspect intéressant, alors là je parle peut-être plus aux spécialistes de transport en sédimentaire, c'est que ici c'est sur un autre fleuve, Rio-San Francisco, au Brésil, toujours un travail avec l'agence de l'eau du Brésil, c'est que souvent les collègues qui vont faire une estimation des flux solides, donc combien de matière passe par un fleuve, ils vont utiliser des prélèvements, et ils vont les relier au débit, et ils vont établir une courbe de tarage qui permet à partir de débit observé, faire un débit solide. Le problème qu'on a avec ce type d'approche, c'est à gauche, c'est que souvent, il y a très peu de données disponibles en fait. Et donc à gauche, par exemple, c'est une station sur un fleuve avec le nombre de données disponibles en 14 ans de données. Mais maintenant, je peux faire la même chose avec le satellite à droite. Et donc évidemment, non seulement j'ai beaucoup plus de données, je peux avoir une concentration beaucoup plus fine, mais en plus, je le fais pour des... Alors, descarga liquide en bas, c'est le débit liquide, et le débit solide sur le Y. On va toucher les événements extrêmes qui ne seront jamais mesurés sur le terrain, parce qu'il n'y aura jamais une équipe terrain au moment où il y a le plus gros épisode sédimentaire, où il y a le plus fort étiage. Donc la donnée satellite va en plus permettre d'avoir un nombre d'observations beaucoup plus grand par rapport à l'observation de terrain, et donc de mieux calibrer des approches, par exemple, classiques de courbe de tarage, concentration de débit. Alors, je vais juste finaliser sur cette partie observation pour vous dire, regardez juste le courbe de droite. Ici, c'est sur le fleuve Amazon. On a un débit solide mesuré par satellite à gauche et le débit mesuré in situ. Alors, juste pour vous donner quand même l'ordre des idées, là, on est à 2 millions de tonnes par jour. C'est un gros fleuve, hein, c'est plus gros. Et on a une RMSE de 27%, ce qui est vraiment remarquable parce que même les mesures terrain entre elles, souvent ont des erreurs qui sont plus de 20% et peuvent aller à 50% souvent. Donc on a montré une méthodologie pour vraiment faire ce suivi. Alors, dans le cas de grands fleuves, pour l'instant, et le défi, justement, maintenant, ça va être d'aller dans des fleuves plus petits. Alors, quand je parle de fleuves plus petits, déjà, je parle du Rhône, hein, des choses comme ça, des objets un peu plus petits. Alors, pour finaliser, je vais vous parler quand même, sortir de la partie satellite. Donc, notamment, c'est le travail de mon collègue William Santini, où on a travaillé beaucoup, justement, sur la distribution verticale des concentrations. Donc là, vous avez une section de rivière avec des profils, des mesures de concentration qui sont faits en fonction de la profondeur. Et ce que vous voyez, c'est qu'en fait, la mesure en surface, en fait, la concentration va augmenter en fonction de la profondeur, selon certaines lois. Et dans le travail qu'on a fait, donc notamment avec William, on a réussi à montrer que cette concentration en surface et en profondeur pouvait être paramétrée de manière assez simple par des paramètres hydrauliques. Alors bon, l'équation ne paraît pas simple comme ça, mais on arrive à contraindre bien la concentration, à partir de la concentration de surface, la concentration sur la section, mais pour les particules fines, c'est-à-dire les flux d'argile, les flux de silt, qui sont présents en surface. Si on veut résumer, l'idée c'est que le satellite permet vraiment d'avoir une estimation très fine des particules fines, donc les argiles, les silts inférieurs à 20 à 30 microns, parce que d'abord ce sont celles qui réagissent optiquement de manière prédominante, et deuxièmement parce que ce sont elles qui sont transportées à la surface des fleuves. Au contraire, les particules grossières de sable, qui sont très peu visibles en surface, qui sont de toute façon invisibles pratiquement par satellite, de par la nature de la réponse optique des particules grossières. Donc, quand je parle de particules grossières, on parle de 60 microns, et puis ça peut aller jusqu'à 1000 microns. On ne va pas les voir, et on propose en fait une approche où on va utiliser une modélisation hydrologique et hydraulique qui va estimer le flux de sable séparément du flux de fine qui, lui, sera calibré et estimé par satellite. Donc, c'est ce qu'on a montré ici. C'est les particules fines qui sont majoritaires, en fait, hein, dans le débit solide, vont être estimées par satellite, tandis que les matières grossières ici, elles vont être estimées par une approche plus hydraulique qui peut être paramétrée à partir d'observations de terrain. Donc, juste pour finaliser, on a intégré tout ça dans un modèle semi-distribué qui s'appelle SWAT. Donc ça, c'est pas SWOT, c'est SWAT, qui permet en fait à l'échelle d'un bassin versant de simuler évidemment l'occupation des sols, les pluies, la topologie. Et ensuite, on va donc propager la pluie, le ruissellement jusqu'au fleuve, et ensuite avec un couplage hydraulique, on a ici une comparaison où on voit un débit mesuré juste par des approches conventionnelles en bleu clair,
Et en bleu foncé, une approche purement modélisation et satellite, le bleu clair. Et les ronds blancs étant des mesures ponctuelles faites pour valider en fait, exactement les observations. Et donc, comme le disait ici William, l'approche ici satellite, modélisation est faite sans données de terrain, mis à part évidemment ce travail de calibration et de validation, comme toujours, qui peut être, qui est important. Et donc on a proposé cette approche-là, de dire, oui, on peut faire maintenant du flux sédimentaire par satellite, mais avec une approche évidemment couplée, télétection et modélisation, pour prendre en compte évidemment toute la partie des flux de sable. Voilà, je crois que c'était tout, je voulais vous montrer. Bon, aussi, bon, une conclusion, mais je crois qu'on est tellement court qu'il vaut de mieux abréger. Merci.